Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de modélisation 3D, mais à partir de dessins 2D. Alors donc je vous rappelle que ça s'inscrit dans mon cours, toujours dans la première partie qui est sur la création numérique de formes 3D et que cette séance sera suivie d'un séminaire. Alors au niveau de la motivation, la dernière fois on a parlé de sculpture virtuelle, on a parlé de créer directement des formes 3D par des formations successives et on avait vu plusieurs exemples avec plusieurs dispositifs pour le faire. Par contre, la sculpture virtuelle pose un certain nombre de difficultés. En particulier, les mains finalement de l'utilisateur, comme vous le voyez sur les deux images à droite, ne sont pas en contact physique avec la forme. En fait, les mains manipulent à un endroit, et puis la pâte à modeler virtuelle, si vous voulez, elle se situe à un autre endroit sur l'écran. Donc ça fait une indirection supplémentaire. Et puis aussi, seuls de bons artistes parviennent vraiment à créer des formes en les modelant. Le dessin est beaucoup plus facile d'utilisation, et puis un avantage, c'est qu'on n'a pas cette indirection. Ici, vous voyez une artiste qui est en train de dessiner, en dessinant directement sur l'écran où sont affichées ses formes. Donc finalement, elle crée sa forme en la dessinant au contact avec la forme 3D. Et puis, voilà, donc du coup, ça enlève cette indirection supplémentaire. Et donc, ce qu'on va voir dans cette séance, c'est trois manières d'utiliser les dessins 2D pour créer du contenu tridimensionnel. Au stade de l'ébauche, on va voir comment ces dessins peuvent devenir des dessins qui sont 3D. Deuxièmement, pour la modélisation constructive. Et troisièmement, pour calculer rapidement une forme complexe, on verra une application pour créer des animaux et des créatures virtuelles et une application à la création de vêtements pour des personnages virtuels. Alors, notre inspiration, c'est les dessins et les croquis réels. Ces dessins et ces croquis réels, ils ont une grande importance en particulier au stade de l'ébauche. Ils sont très simples et très rapides. On voit cet arbre, par exemple, ébauché simplement rapidement par un contour, ou ce vêtement, ou cette cavalière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très souvent imaginer une forme 3D rien qu'en voyant ces quelques traits. Et puis aussi, ces traits ils vont permettre d'exprimer une certaine forme d'incertitude. Par exemple, on n'est pas sûr exactement de la forme de la chevelure de la cavalière ou de la position exacte des pattes de ce cheval. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire, exprimer cette incertitude avec une sculpture. Donc les dessins ont vraiment un intérêt pour commencer à passer d'une conception d'une forme imaginaire dans sa tête à une visualisation qui nous permet de raffiner finalement notre conception. C'est ce qui arrive quand on dessine par exemple ce cheval, on n'est pas sûr on fait plein de traits parce qu'on n'est pas sûr de la conception exacte qu'on veut donner, et puis petit à petit elle va se préciser par notre interaction visuelle avec la forme. Mais le problème de ces dessins, c'est que c'est limité à un seul point de vue. Ce qu'on aimerait, une fois qu'on a dessiné ce cheval, c'est tourner autour de son dessin et voir à quoi il ressemble sous un autre angle, et puis puisqu'on veut au final en créer une forme 3D. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un dessin qui soit 3D, qui puisse se déformer quand on tourne autour du dessin ? Dans ce cas-là, le grand défi, c'est de réussir à déformer les silhouettes quand la caméra bouge. En effet, le tronc de l'arbre, par exemple, imaginons qu'il soit une ligne, ce n'est pas une silhouette, lui, il doit simplement rester à une certaine position en 3D. Mais par contre, les contours, les silhouettes, ce n'est pas les mêmes silhouettes, ce n'est pas la même partie de la forme qui est vue quand on tourne autour d'une forme. Donc la silhouette, elle doit vraiment changer quand la caméra va bouger. Alors finalement, c'était l'inspiration de notre premier travail sur l'utilisation des dessins, c'était dans les années 2000. Et donc, ce qu'on avait essayé de faire dans mon équipe, c'était d'essayer de voir comment déformer les silhouettes pour que le dessin devienne 3D. Pour déformer les silhouettes, il va falloir inférer, c'est-à-dire inventer une surface locale en fonction de ce qui est dessiné. Cette surface locale, on se doute bien qu'elle doit devenir de plus en plus incertaine, puisqu'on sait où est-ce que l'utilisateur a fait son trait selon un certain point de vue. On n'est pas sûr comment en fait ça devrait être en 3D. On voudrait exprimer cette incertitude, exprimer le fait que voilà, cette silhouette qu'on a dessinée, elle n'a qu'une certaine validité sur la forme, très proche de l'angle de vue selon lequel on l'a dessinée. Et on voudrait aussi gérer les parties cachées. Et donc finalement, parce qu'on a fait un choix d'un mode de dessin itératif où à chaque fois l'utilisateur choisit un plan de dessin. Il commence à dessiner des silhouettes. Ces silhouettes, on va leur essayer de leur donner une déformation et gérer le fait qu'elles sont incertaines. On va permettre à l'utilisateur ensuite de changer de place avec sa caméra, changer son plan de dessin en profondeur et continuer à dessiner. Et dans ce premier travail, l'utilisateur avait deux crayons bien différents. Il pouvait sélectionner un crayon silhouette où il dessine sa silhouette et un crayon courbe unidimensionnel pour dessiner par exemple ici le tronc de cet arbre. Alors comment on va pouvoir finalement déformer ces silhouettes? Comme je l'ai dit, il faut qu'on imagine la surface, au moins localement, la surface incertaine que représente cette silhouette. Et notre idée, ça a été, ces surfaces, le plus probable, c'est qu'il y ait une sorte
c'est une surface un petit peu qui soit sphérique, soit tubulaire, qui s'appuie sur cette silhouette, et puis qui a une certaine courbure autour de la silhouette. Un petit peu, on l'imagine très bien pour la silhouette de cet arbre. C'est comme si on avait soit des sortes de sphères au milieu, soit des sortes de tubes qui s'appuient sur cette silhouette. Donc en fait, ça peut être calculé, par exemple par les surfaces spline, que je vous ai expliqué ce que c'était que ces surfaces de paramétriques lors du premier cours. En fait, on prend la courbe, on va faire une analyse numérique de la courbe pour calculer les vecteurs normaux, donc les vecteurs qui sont chaque point dirigés dans la direction du centre de courbure local en ce point. Et puis en fait, on va grouper ces vecteurs normaux entre les points d'inflexion de la courbe. Donc les points d'inflexion, c'est les points où la courbure change de direction. Donc ici, vous voyez par exemple ici, là la courbure est dans un sens, puis la courbure passe dans l'autre sens. Ici, donc, vous avez à chaque fois que la courbure change de sens, les vecteurs normaux, les vecteurs qui vont vers le centre de courbure, ils vont changer de direction. Ils vont d'un coup d'un côté, puis d'un coup de l'autre. Et on va grouper en fait ces vecteurs par petits groupes. Et en fait, on va couper les vecteurs normaux pour les réduire, pour qu'ils soient dans la boîte englobante de cette partie-là de la courbe. Et ensuite, on va tous les mettre du même côté en faisant une hypothèse sur de quel côté était la forme quand on a dessiné un contour. Voilà, et en faisant ça, on va finalement trouver un tube qui a ces centres de courbure-là et qui va s'appuyer sur notre courbe et qui va donc faire une sorte de surface tubulaire un peu plus compliquée que celle-là, mais dans chaque partie de la surface tubulaire va ressembler à ça et va rester toujours du même côté de la courbe. Donc voilà comment on a fait. Une fois qu'on a notre surface tubulaire, il faut encore l'afficher et l'afficher en exprimant l'incertitude. Donc ça, on l'a fait par le biais de textures semi-transparentes. Donc en fait, on a une texture qui nous dit, ben voilà, c'est plus certain au centre, là où c'est blanc, et puis c'est plus incertain sur le côté pour ce tube. Donc ça, on va le rendre avec une transparence, la partie qui est en noir. Et aussi, on va avoir une certaine opacité. Donc c'est plus opaque au centre, ça va cacher les autres courbes, et puis c'est moins opaque vers le bord, là où c'est incertain, ça ne devrait pas cacher les autres parties. Et donc là, c'est juste pour vous montrer ce premier travail, ce que ça donne. Voilà une petite scène, et ce qui est drôle, c'est qu'à la fois c'est un dessin, et à la fois vous pouvez tourner autour de votre dessin. Et voilà comment l'utilisateur crée cette scène. Donc là, il a choisi son crayon maintenant de silhouette. Quand il tourne autour, la silhouette est devenue complètement incertaine, mais il peut aller maintenant, sous un autre point de vue, rajouter des éléments de silhouette. Et voilà donc une colombe qui a été dessinée de cette manière. Regardez, c'est un dessin, mais on peut quand même tourner autour de ce dessin et avoir cette notion de dessin 3D semi-transparent, qui est finalement assez artistique. Donc voilà, c'était juste une petite mise en bouche. En fait, en général, quand on parle de dessin 2D, ce qu'on appelle en anglais sketch-based modeling pour reconstruire une forme 3D, il s'agit d'aller vraiment vers la construction d'une forme 3D. Et la première famille de travaux, c'est en fait des travaux qui ont concerné la modélisation constructive, c'est ce dont je vous ai parlé au premier cours, c'est-à-dire construire une forme petit à petit en créant des composantes de la forme, un par un, en les assemblant successivement. Donc ici, on a créé un composant, on en a rajouté d'autres, on les a assemblés de manière invisible, etc. Et on continue. Et puis, on peut ajuster la forme en la déformant. Ça, c'est la modélisation constructive. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut dessiner en 2D pour construire chacun des morceaux à assembler selon cette modélisation constructive? Et là, bien sûr, il y a une séparation entre les dimensions. On veut créer du 3D, on ne dispose finalement que d'une donnée qui est de dimension 2. Donc finalement, il va falloir inventer la profondeur. Alors, en fait, des études perceptuelles sur les formes inconnues ont montré que quand nous voyons une forme inconnue, comme les formes qui sont ici en jaune, eh bien, en fait, notre œil nous fait que nous avons l'habitude déjà d'y plaquer de la 3D. Et si nous mettons de la 3D, nous allons facilement imaginer une forme qui est mince dans les parties que nous voyons minces, nous imaginons que la troisième dimension serait mince également. Puis dans les parties que nous voyons plus larges, nous imaginons que la troisième dimension donnerait aussi plus de profondeur à ces parties. Donc en fait, ça a été expliqué en disant on voit la forme qui est la plus symétrique, en particulier si on s'appuie sur la théorie de Michael Layton, qu'il décrit dans son livre que j'avais déjà cité, A Generative Theory of Shapes. Donc la forme la plus symétrique, c'est finalement une forme qui aura une épaisseur constante autour d'une sorte d'axe à l'intérieur de la forme, ce que je vais appeler le squelette de la forme. Et donc, du coup, ça va nous conduire à une méthode de création où on va supposer, finalement, notre hypothèse, ça va être chaque fois qu'on va créer une forme, et bien ici, vous voyez par exemple les premiers travaux en 1999 d'Igarashi, chaque fois qu'on fait un petit dessin comme le dessin en rouge, chaque silhouette que l'utilisateur dessine va être interprétée comme une silhouette qui est plane. Ensuite, on va faire gonfler la forme
3D à l'intérieur de cette silhouette, de manière à ce qu'elle continue à épouser ses contours, mais qu'elle soit assez symétrique autour d'un axe à l'intérieur de cette forme. Et puis on va assembler les morceaux, et l'intérêt c'est que chaque morceau peut être dessiné, on peut changer le point de vue, on peut tourner autour de notre dessin, comme on a vu précédemment, le dessin en quelque sorte et la forme est 3D. Comme on tourne autour, on dessine les morceaux selon un point de vue variable. Donc, par exemple, pour dessiner les jambes de ce petit ours, on ne se mettra pas selon cette vue-là, on peut aller se mettre sur une vue de profil pour dessiner la forme des jambes. Alors, donc ça, c'était les premiers travaux qui étaient faits comme ça. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est la manière dont nous, on a choisi d'aborder cette approche avec mon équipe. Déjà, première question, est-ce qu'il faut dessiner ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire à l'utilisateur de peindre ? Alors, dessiner, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Quand un utilisateur dessine un contour fermé, il peut soit faire un dessin brut avec plein de traits pour aller préciser petit à petit son contour, ou alors il fait directement un dessin qu'on appelle un dessin vectoriel, c'est-à-dire c'est des points de contrôle d'une courbe, et puis bien sûr du dessin brut, on peut convertir automatiquement en dessin vectoriel. Alors, de partir du dessin du contour, comme c'était fait précédemment pour construire une forme, présente quand même des ambiguïtés. En effet, s'il s'agit d'une forme qui a des trous, alors on pourrait demander à l'utilisateur de dessiner d'autres courbes à l'intérieur de la courbe. Mais vous voyez que du coup, on ne sait plus très bien si on a une liste de morceaux, une liste de courbes fermées, on ne va plus tellement bien savoir où est l'intérieur, où est l'extérieur. Donc en général, les approches qui ont reconstruit des formes 3D en se basant sur des contours qui avaient des courbes internes, ils ont été obligés de dire, on va dessiner toujours en tournant, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour d'une forme, et puis ici, comme il y a un trou, pour construire cette courbe-là, l'utilisateur devra tracer cette courbe en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour indiquer que ça, c'est un trou, que ce n'est pas l'intérieur de la forme. Mais du coup, pour un utilisateur, ce n'est pas très facile de se rappeler quand il dessine de tourner dans un sens ou dans l'autre autour de son dessin. Il y a un autre problème aussi, c'est que l'utilisateur, il peut très bien dessiner des choses ambiguës. S'il a dessiné un trou dans un trou, on fait quoi ? Comment interpréter ce dessin ? Ce dessin n'est pas valide. De même que la courbe fermée que vous voyez ici, pour nous, les humains, c'est évident de voir qu'elle n'est pas valide pour construire comme contour d'une forme 3D, mais pour un ordinateur, il voit une courbe fermée. Un ordinateur, c'est stupide, comme le dit souvent mon collègue Gérard Berry ici présent. Et en fait, ici, rien que pour détecter que cette forme n'est pas un contour valide, il y a tout un calcul à faire. Or, si à la place de donner un crayon à l'utilisateur pour faire un contour, on lui donne un pinceau et on lui dit de peindre la forme en 2D, eh bien là, ça va être beaucoup plus facile finalement. Cette région peinte, elle est toujours valide. Et en plus, on va pouvoir exprimer une forme 3D. Là, vous voyez la forme reconstruite ici. La forme 3D, elle va avoir tout genre topologique. Ici, c'est une forme 3D qui a 3 trous. Donc, c'est une forme topologique, elle est de genre 3. Et vous voyez qu'en fait, ça peut être exprimé de manière très simple, simplement en peignant une région. Alors, comment on va créer donc ces nouvelles parties ? En fait, mon idée, c'est de faire une symétrie autour d'un squelette, un petit peu comme si, quand on a dessiné le contour, on va calculer un squelette à l'intérieur. Alors, pour ça, on utilise la technique appelée des axes médians. En gros, on va chercher les lieux des centres de tous les cercles les plus grands qui sont inclus dans la forme. Donc, on appelle ça des cercles maximaux. Tous les cercles qui ne sont inclus dans aucun autre cercle inclus dans la forme, donc les plus grands possibles, si on prend le lieu de leur centre, eh bien, on va trouver une courbe à l'intérieur. Et ce courbe, je vais appeler ça l'axe médian ou le squelette de la forme. Et notre idée, ça va être d'utiliser les surfaces implicites à squelette que je vous ai déjà présentées dans le premier cours. Je vais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on a ce squelette ici qui est discrétisé en ensemble de segments. C'est un graphe de segments. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque petit segment de courbe va envoyer en fait un champ scalaire autour de lui, une fonction scalaire, qui calcule un nombre, qui décroît avec la distance à ce squelette, comme si chaque squelette éclairait de moins en moins fort quand on est plus loin. Et puis notre surface, ça va être l'ensemble des points P, tels que la lumière, si vous voulez, ce F de P, la valeur de l'éclairage, égale une constante. Voilà, et donc finalement, on arrive à passer de ça à cette forme ici. Alors ça, c'était notre premier travail avec les surfaces implicites existantes de convolution, qui somme en fait, si vous voulez, les contributions pour F de tous les points du squelette pour trouver l'isosurface ici. Il
voyez que ça lisse pas mal le dessin. Et puis plus tard, on a fait des méthodes de reconstruction beaucoup plus précises qui permettent aussi d'exprimer, d'avoir des formes qui ont vraiment des points singuliers, qui ont des détails très petits de différentes dimensions. Donc c'est les surfaces invariant au facteur d'échelle que je vous avais montré dans le premier cours. Alors une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on rajoute des morceaux. On voudrait créer par partie, donc on a dessiné la petite étoile ici, ensuite on a tourné et on veut lui rajouter un nez par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau notre crayon et on va peindre, c'est plutôt un pinceau ici, comme je l'ai expliqué, et on va peindre à nouveau une nouvelle région pour qu'elle s'assemble à la région qui a déjà été peinte. Ce qui est très pratique avec cette technique, c'est qu'ici, on n'a plus besoin de spécifier un plan de profondeur. En fait, on va simplement dire que la profondeur automatique du plan dans lequel on va dessiner, ça va être donné par le point de départ du pinceau de l'utilisateur sur la partie de la forme qui est déjà créée. Et puis, pour assembler les surfaces implicites de manière invisible, comme je vous ai expliqué que ces surfaces, elles sont créées par un champ scalaire, il suffit en fait d'additionner les champs scalaires pour créer une surface qui va mélanger les morceaux. Maintenant, si on additionne ces champs scalaires, je l'ai aussi expliqué dans le premier cours sur la modélisation constructive, le problème c'est qu'il peut y avoir des mélanges à distance, des mélanges qui sont indésirables. Par exemple, ici, les parties qui sont très proches, comme ici à ce niveau-là de ce personnage ici, qui sont très proches mais qui ne doivent pas se mélanger, eh bien, elles pourraient se mélanger si on fait simplement un plus. Et donc, je vous avais expliqué, là je vous renvoie au premier cours, où je vous avais expliqué comment on va pouvoir mélanger uniquement où les formes s'intersectent, et puis éviter la disparition des détails en ayant quelque chose où les détails fins se mélangent également. Voilà, et donc ça nous a conduit à plein de travaux sur l'amélioration des mélanges des surfaces implicites. Et ce système de création par peinture puis de raccordement, on l'a appelé Matisse, donc en pensant à cette peinture qui évoque une forme 3D grâce à des morceaux qui sont peints en 2D. Voilà, donc voilà maintenant une illustration de ce système Matisse. Donc là, vous voyez l'utilisateur qui a pris un pinceau, qui va dessiner un contour. Il a aussi un outil de type pot de peinture. Donc s'il veut rapidement remplir une région, il va simplement sélectionner ça. Et puis donc ça, c'est ce que ne voit pas l'utilisateur. En fait, un squelette est calculé automatiquement. Et voilà la forme qui a été reconstruite à partir du dessin de l'utilisateur. Donc ensuite, l'utilisateur, il a pu changer de point de vue. Là, il a légèrement tourné. Et puis, il va rajouter des morceaux. Et donc, automatiquement, ces morceaux sont raccordés. Et ils sont raccordés uniquement là où ils s'intersectent. Donc, vous voyez ici, le bout qui représente la main, si vous voulez, de ce personnage n'intersectait pas la partie tête. Et donc, effectivement, ils ne sont pas mélangés. Et puis, cette méthode est robuste au fait de rajouter également des petits détails. Vous voyez comme ils sont positionnés automatiquement sur la surface. Le plan de profondeur qu'on voit s'afficher en transparence, il est placé vraiment automatiquement en fonction de là où dessine l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne se pose aucune question, tout est reconstruit. Alors, ça, je vous ai déjà montré cette image. En fait, ce que je vous avais déjà montré, mais je ne vous l'avais pas dit, ça a vraiment été créé par dessin. C'est ce modèle d'alien. On a fait ici 24 dessins. Chaque dessin a pris moins d'une minute, et donc en 20-25 minutes, on a créé ce modèle 3D compliqué, et on voit bien qu'il n'y a aucun mélange à distance, donc c'était une validation au niveau des mélanges des surfaces implicites. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion de faire utiliser ce système par des enfants. Donc à Grenoble en 2009, on a participé à 2 festivals, le festival Remue-Méninge pour les classes de primaire, et le Village des sciences pour les classes de 6e. Et là, on avait 3 ou 4 ordinateurs avec plusieurs de mes étudiants en thèse qui faisaient essayer à des enfants. Les enfants pouvaient manipuler un par un, et vu la taille des classes, ils n'avaient que 15 minutes chacun pour créer quelque chose. Et donc, vous voyez ce que les enfants ont réussi à faire en 15 minutes. Donc, c'est des choses auxquelles nous, on n'aurait pas du tout pensé, nous les chercheurs. Une poule avec la hache pour la tuer. Et puis la fusée de Tintin. Et nous, on ne se serait pas douté qu'on pouvait modéliser avec notre système la fusée de Tintin. Donc ce que je veux dire, c'est que ces enfants, ils se sont appropriés cette méthode de création 3D par dessin de manière quasi immédiate. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable. Ils ne nous ont pas demandé, on leur a juste montré, vous pouvez peindre, et puis vous pouvez tourner. On ne leur a pas expliqué du tout plus comment ça marchait. Immédiatement, ils ont su créer avec cette méthode. Alors, maintenant, on va passer à des objets plus complexes. Et pour ces objets plus complexes, ce qui est très intéressant, c'est que parfois, un seul dessin nous suffit à nous, les humains, pour imaginer ces formes. Et pour ces formes, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la modélisation constructive serait extrêmement laborieuse. La modélisation morceau par morceau, si on voulait modéliser, ne serait-ce que sous forme volumique, le volume de cet arbre, en raccordant tous les tout petits morceaux qui créent cet arbre, ou bien pensons à ce cheval ici,
ou bien, alors le vêtement, là, je n'ai même pas expliqué comment créer une surface qui ne soit pas un volume fermé jusqu'à présent. Donc en fait, créer ces choses-là morceau par morceau, ce serait extrêmement laborieux. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à l'ordinateur directement de reconstruire ça d'après un seul dessin, un seul point de vue du coup? Là, c'est complètement différent. L'utilisateur ne va pas dessiner progressivement sur plein de points de vue. Il donne son dessin complet et on voudrait que ça construise quelque chose. Alors, comme c'est des formes connues, en fait, nous, quand nous voyons ces formes, nous utilisons nos connaissances. Nous plaquons immédiatement nos connaissances sur qu'est-ce que c'est qu'un cheval, ou bien ce personnage, on ne voit pas ses mains, mais il a certainement des mains qui sont cachées derrière. Et donc ces connaissances, elles nous permettent d'inférer les informations manquantes. Nous imaginons très bien en profondeur la forme qu'aura cette jupe, par exemple. Alors qu'en fait, bien sûr, ce n'est pas une information qui est sur le dessin. Ça veut dire qu'il va falloir donner un petit peu plus de connaissances au système informatique pour qu'il puisse faire cette reconstruction. Alors, comment on peut faire? En fait, là, dans le cadre de ce cours, bon, les arbres, j'en parlerai dans la partie scène naturelle, qui sera dans la deuxième partie du cours, mais pour les animaux et pour les vêtements, je vais en parler maintenant. Alors, on va d'abord parler de la modélisation d'animaux. Donc, l'idée, c'est que beaucoup d'animaux, en fait, ils sont dessinés vus de profil, ou quasiment vus de profil. Souvent, les pattes peuvent être en position arbitraire, mais le corps, la tête, on peut très bien se représenter un animal vu de profil. Et on va essayer de reconstruire cet animal en se basant seulement sur deux types de connaissances. Il s'agit de formes qui sont lisses, ça va se raccorder de manière assez... Donc là, c'est ce qu'on voudrait construire. Vous voyez que chaque partie est reconnectée au reste de manière relativement lisse. Et puis, on va rajouter la connaissance que ces modèles d'animaux ou de créatures vont être symétriques par rapport au plan sagittal, c'est-à-dire au plan qui contient la colonne vertébrale. Donc, en d'autres termes, c'est symétrique par rapport au plan du dessin. Presque le plan du dessin, puisqu'on a dessiné la patte arrière. Donc, le plan de symétrie, vous pourriez vous dire, il est un peu au-dessus du plan du dessin. Voilà. Alors, l'idée de la méthode est la suivante. On va progresser en 3 étapes principales. On va d'abord identifier et fermer les parties dans les différentes parties du corps. Donc ici, par exemple, dans ce modèle de chat, les parties, ce seraient la queue, les pattes, les yeux, le nez, les oreilles. Voilà, donc on va d'abord essayer d'identifier ces parties et puis on va essayer de les compléter par fermeture, de manière à ce que, donc là, le corps et la tête, ça va être un seul morceau, celui qui est en bleu. Mais voilà, on essaye d'avoir des parties qui sont toutes fermées. Une fois qu'on a trouvé ces parties fermées, en deuxième traitement, on va essayer de trouver les symétries sur le dessin, ce qui n'est pas facile parce que ces symétries ne sont pas des symétries exactes. Cette patte a l'air presque symétrique de l'autre, par contre cette patte-là n'est pas exactement symétrique de celle-là. Ou les oreilles ne sont pas dessinées exactement de manière symétrique. Donc on va essayer de trouver ces symétries partielles, et ça va nous permettre de détecter ce qui est à l'arrière. Vous voyez que les parties ici qui ont été détectées en orange et en vert, en bleu, c'est des parties qui sont arrière. Et ces parties, en fait, comme elles sont incomplètes, elles ne nous permettraient pas, cette courbe en bleu ne serait pas suffisante pour reconstruire entièrement la patte arrière. Donc toute l'astuce, ça va être de supprimer les parties arrière qui ont été détectées par symétrie, de simplement utiliser les parties en avant et de dupliquer ces parties qui sont en avant, on avait assez d'informations pour les reconstruire, de les dupliquer et de mettre le symétrique à l'arrière. Et donc, on va engendrer automatiquement un modèle 3D. Là, on va réutiliser le système Matisse, donc le système qu'on a fait utiliser aux enfants, mais cette fois-ci de manière complètement automatique. L'utilisateur donne ce dessin, ça lui donne le personnage, il n'a pas eu à changer de point de vue, créer ses parties une par une, etc., etc. Alors, comment ça marche? Quelles sont les difficultés? D'abord, il va falloir identifier et fermer les parties. Alors, on a supposé que sur notre dessin, bon, ce qui est une hypothèse peut-être un peu forte, il existe des courbes qu'on appelle des courbes suggestives. C'est-à-dire sur le dessin, l'utilisateur il a fait dépasser un petit peu les parties avant, par exemple de la patte, il les a fait dépasser un petit peu sur le corps ou de l'oreille sur la tête. Donc c'est une méthode quand même assez habituelle pour dessiner. Mais par contre, ce n'est pas du tout évident pour la machine. À l'œil, pour nous, c'est évident que cette courbe correspond à cette courbe et c'est ces deux-là qu'il faut raccorder ensemble. Mais pour l'ordinateur, ce n'est absolument pas évident. Cette courbe-ci est plus proche de celle-là, par exemple. Pourquoi ne pas les apparier entre elles et pourquoi ce n'est pas ces deux courbes qu'il faut refermer l'une sur l'autre? Et donc, du coup, il va falloir essayer de trouver
les fermetures de toutes les courbes qui permettent de fermer, d'apparier de la manière avec une courbe de moindre énergie. Donc la courbe de moindre énergie, ça va être les raccordements les plus courts et qui ont aussi le moins de variation de courbure, mais aussi les plus courts. C'est-à-dire qu'en fait, si on raccorde, on va tous les raccorder, c'est un problème finalement d'optimisation globale. On va tenter de raccorder ces deux-là, mais si on raccorde ces deux-là, les deux qui restent ici, il va falloir les raccorder ensemble et ça fera une courbe très très longue. Et donc l'énergie globale pour faire ça va être plus grande que la bonne solution qui consiste à bien raccorder ces deux-là et raccorder l'oreille ici. Et donc finalement, c'est en essayant toutes ces solutions, là par contre il y a un nombre combinatoire de solutions, et donc on a utilisé une méthode par séparation et évaluation progressive. C'est une méthode algorithmique qui s'appelle en anglais branch and bond, pour ceux qui connaissent, et donc qui permettent d'explorer toutes ces solutions sans aller vraiment les évaluer toutes, d'explorer un sous-ensemble de ces solutions. Pour chaque courbe, on calcule ça. Et puis juste une autre précision, c'est que si par contre, en prolongeant cette courbe, on avait intersecté ici le corps, ben ça, il faut aussi qu'on détecte ces collisions et que du coup, on augmente la courbure ici, et donc de manière à tasser un petit peu plus cette courbe ici, de manière à ce qu'elle aille se raccorder moins loin. Donc finalement, il y a un travail mathématique qui est fait, qui est assez compliqué, mais on arrive quand même à raccorder ces morceaux, et voilà le résultat qu'on obtient. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir détecter les symétries et ordonner. Alors, pour détecter les symétries, donc, on s'est basé sur le principe, donc je vous ai dit, on a pris l'hypothèse qu'il y avait ces symétries partielles par rapport au plan sagittal, on sait que c'est un modèle d'animal, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le point qui est au centre de courbure de la partie qu'on a rajoutée de la courbe, et on va dire, bah, ça en gros, c'est l'articulation. L'articulation donc, de la patte sur le squelette ici du chat. Et on sait que s'il y a une autre patte, elle n'est peut-être pas purement symétrique, mais elle partira elle partira du même point d'articulation. Et donc, on va mesurer l'angle alpha pour les parties qui n'avaient pas ces courbes suggestives, donc les parties de derrière. On va pour chacune de ces parties calculer l'angle. Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est cette partie grise ici ou celle-là, finalement, qui est la deuxième patte. Mais en regardant l'angle, on prend celui d'angle le plus petit et on va dire, ben voilà, c'est lui le plus symétrique. Il y a des chances que ce soit lui. Et de même ici ben, je pourrais me dire, est-ce que c'est la queue qui est le deuxième membre ou est-ce que c'est cette partie-là? Et on voit que si on prend le membre qui est en dessous, effectivement, l'angle va être plus petit que d'aller raccorder avec la queue. Alors vous allez me dire, il y aura peut-être des dessins pour lesquels ça ne marcherait pas. Dans la plupart des cas, ça marche. Donc on a simplement pris cette méthode simple. Et ensuite, on a regardé aussi, maintenant il nous faut ordonner les parties en profondeur, donc en supposant qu'on supprime les parties arrière qui sont indiquées ici. Pour qu'on puisse reconstruire dans un système à la Matisse, il va falloir ajouter les morceaux l'un sur l'autre, l'un après l'autre. Et donc, il va falloir au moins les ordonner en profondeur. Pour les ordonner en profondeur, on s'est basé sur les courbes suggestives. Ces courbes suggestives dont j'ai déjà parlé, qui sont ici, sur quoi sont-elles dessinées? C'est elles qui nous disent que ce membre va être devant la tête. Pour la queue, ben, finalement, il n'y a pas de courbe suggestive, donc on se dit, ben, sans information, on va supposer que c'est dans le même plan que le corps. Et donc ça, celles qui ont des courbes suggestives, on va se dire c'est devant. Et donc la partie suivante, ça va être en fonction des contours, on calcule les axes médians dont j'ai déjà parlé, le centre des cercles maximaux inclus dans la forme qui s'appuient sur les contours de la forme. Les axes médians, ils sont ici en rouge. Ensuite, ben là, c'est une vue de face de notre chat simplifiée. Ici, vous avez le corps vu de face, la patte vue de face. Et il va falloir automatiquement, on voudrait faire une sorte de système Matisse en version automatique, il faut automatiquement placer cette patte à une certaine profondeur. Voilà, donc là, mon étudiant en thèse, Even, a fait un choix d'une isosurface donnée. On y choisit une isosurface qui lui a semblé la meilleure pour reconstruire des animaux dans l'isovaleur de la partie sur laquelle ça se raccorde. Et il va toujours placer son nouvel objet, tel que le squelette, soit sur cette isosurface particulière. Voilà, et ici, vous voyez le résultat, donc ces différents morceaux qui sont assemblés automatiquement. Alors ce système, on l'a aussi validé en le faisant essayer par tout un panel d'utilisateurs. Donc là, vous voyez ce qui avait été créé par l'auteur du papier en haut, mais vous voyez ici des utilisateurs plus ou moins spécialistes du dessin qui se sont amusés à créer des animaux et aussi d'autres créatures. Ici, vous voyez une artiste infographiste qui a créé ce lièvre, c'est un très joli dessin, je trouve. Et puis par contre, d'autres membres de mon laboratoire, qui dessinent plus ou moins bien, qui ont créé ces animaux rigolos. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que... Voilà, on peut s'amuser, on peut faire des formes qui sont complexes. Vous voyez que ces formes, on peut faire des formes, des détails qui se raccordent sur d'autres formes. Donc finalement, c'est un système qui est très agréable pour la création. Alors maintenant, je vais passer à la partie peut-être la plus difficile. Est-ce qu'on peut maintenant créer des objets vraiment complexes? Et je vais partir sur l'exemple de la création de vêtements.
Alors, c'est un problème qui est important à la fois et qui est difficile. Les personnages virtuels comme vous et moi, ils ont besoin de vêtements. Et créer ces vêtements, finalement, ce qu'on demande à l'utilisateur du système informatique, à l'artiste infographiste, pour vêtir son personnage virtuel, c'est d'avoir des compétences de coupe et couture qu'un artiste n'a pas forcément. Ce qu'on lui demande, en fait, c'est de créer les patrons ici pour créer son vêtement. Et pour ça, il a besoin d'un savoir-faire qui est très spécialisé. Et puis on lui demande aussi donc ensuite des choses qui sont plutôt très longues et pas très intéressantes, de prendre chacun de ces patrons, de les placer devant et derrière le modèle du personnage 3D, de définir à la main quelle courbe de couture va se raccorder avec quelle courbe. Et puis finalement, pour avoir le vêtement lui-même, il va devoir simuler un système physique en simulant des petites masses et des petits ressorts pour calculer le tombé du vêtement sur son personnage. Et puis très souvent, les paramètres de simulation du système physique ne sont pas les bons. Il va falloir recommencer ou le patron ne correspond pas bien. Il va falloir rechanger le patron et on va faire des boucles comme ça. Et il faut plusieurs jours de travail pour créer une nouvelle tenue pour un personnage virtuel. Or, dans le domaine de la mode, le créateur de mode, avant même de créer son patron, il va dessiner l'allure qu'il souhaite pour son vêtement. Donc bien sûr, si on s'intéresse à la création 3D par dessin 2D, c'est tout à fait logique de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas directement partir d'un dessin 2D comme celui-là, d'un dessin de mode, et créer directement le vêtement en 3 dimensions? Et bien sûr, ce qui sera vraiment super, si on réussit à créer le modèle 3D depuis un dessin, c'est que le patron, qui est si difficile pour un humain à inventer, eh bien, il va être créé automatiquement à partir du modèle 3D. En effet, il suffira de prendre le modèle 3D, dans ce cas-là, de le découper selon les coutures et de venir étaler virtuellement ce modèle 3D dans un plan. On le développe dans un plan et on en déduit les morceaux du patron. Donc en fait, ce système de création par le dessin, ça peut même servir à nous concevoir des propres vêtements pour nous-mêmes. Puisqu'on peut imprimer le patron, on peut se coudre des vêtements dans le monde physique, dans le monde réel. La difficulté, ça va être quelles connaissances faut-il intégrer à notre modèle pour pouvoir faire cette création 3D. Alors, première idée qu'on a eue, on s'est dit, voilà, comme un enfant qui va dessiner une robe sur un personnage, on va se dire, on va permettre à l'utilisateur d'avoir une vue un petit peu grisée là, du personnage 3D, et on va lui demander de dessiner directement sur la vue du personnage. Et là, c'est donc très intuitif, il va pouvoir ajuster son futur vêtement au modèle 3D, simplement en dessinant dessus. Et pour lui, c'est sûr, quand il dessine ça, voilà ce qu'il souhaite, l'utilisateur. Alors comment on va passer de l'un à l'autre? D'abord, on va commencer par faire un traitement sur le dessin bidimensionnel. Ce traitement, ça va constituer à classifier automatiquement les traits. En effet, on a besoin de 2 types de traits. Les bords du vêtement, qui sont par exemple ici le bord en haut du pantalon, le bord au niveau ici, par exemple, des chevilles, et puis les silhouettes. Comme dans tous les systèmes de dessin dont je vous ai parlé, la silhouette, elle joue un rôle différent des autres traits. Donc, une fois qu'on a classifié bord et silhouette, on va intégrer des connaissances, et l'idée, c'est de partir d'une idée très simple. Déjà, même première chose qu'on peut dire pour un vêtement, c'est si je dessine ce t-shirt comme ça, ce que je sais quand je vois ce t-shirt, c'est que ça ne va pas être un t-shirt qui va être très très large quand je vais le voir de profil. En effet, s'il est moulant vu de côté, il sera certainement également moulant sur la même partie du corps une fois qu'il est vu de profil. Et donc, on va simplement rajouter cette règle simple. On va simplement propager des informations de distance. Donc l'idée de ce qu'on fait, c'est qu'on prend la silhouette ici du vêtement que l'utilisateur a dessiné. On va calculer en 2D en chaque point de cette silhouette la distance au corps que vous voyez assez mal ici en grisé qui est en dessous. On calcule en chaque point la distance au corps du personnage et puis on va en gros étaler en 2D, on va propager cette distance au corps sur tout le vêtement pour dire, voilà, on va l'étaler ici en fait en largeur en disant, voilà, là c'est moulant. Si on le faisait sur ce vêtement-là, voilà, ici, ça va être moulant ici en haut, puis là, ça va être beaucoup plus large, également en 3D. Ensuite, par rapport au modèle 3D, on va calculer une grille de valeurs autour du modèle 3D, ce qu'on appelle un champ de distance. Dans cette grille, on va simplement stocker la distance au point le plus proche du modèle 3D du personnage. Et ensuite, on va en gros sculpter notre vêtement dans ce champ de distance. Donc, on aura donc précalculé en chaque point du dessin à quelle distance ça doit être, simplement en étalant les valeurs de distance qui sont au bord. Par exemple, là, la distance, c'est 0
ici où c'est moulant, la distance c'est 0 par rapport au modèle, eh bien dans le champ de distance, on va dire on prend tous les points à distance 0 par rapport au modèle ici. Puis s'il y a des parties qui sont plus larges par rapport au modèle, on prendra une distance autre que 0. Et c'est comme ça qu'on réussit à sculpter notre modèle 3D. Donc vous voyez, le calcul il est assez simple. Simplement, ce modèle 3D, ça ressemble peut-être pas trop à un vêtement. Peut-être vous allez me dire, oui, mais ça ressemble un peu plus à une surface en plastique qu'à une surface de vêtement. Alors du coup, on a continué et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut modéliser les plis? Finalement, ce qui va manquer dans ce modèle, ce qui va lui donner un peu un look de surface en plastique, c'est qu'il n'y a pas de plis. Et un vêtement, ça fait des plis. Alors notre premier essai pour modéliser les plis, c'est de se dire, voilà, l'utilisateur a qu'à les dessiner, les plis finalement. Et finalement, donc on a fait un système où l'utilisateur il dessine les lignes de plis, et puis il va dessiner des petites courbes, un petit peu comme des sinusoïdes de chaque côté, qui vont dire si le pli est petit, s'il est rentrant ou sortant, en haut et en bas. Et on peut effectivement rajouter, si vous voulez, des petits déformeurs. Ici, en fait, simplement, par rapport à ces plis, on fait une sorte de tube et on va déformer la surface selon ce tube, rentrant ou sortant, pour faire les plis de cette jupe, par exemple. Et là, vous voyez un assez bon artiste qui a dessiné les plis qui seraient dans le dos et sur l'avant de ce pyjama ici. Mais il faut quand même être un assez bon artiste pour dessiner des plis qui sont corrects. C'est comme de même que pour sculpter une statue grecque avec un drapé de tissu qui soit correct, c'est extrêmement difficile. C'est quand même pas quelque chose que le grand public peut faire rapidement. Alors pourquoi ne pas intégrer plus de connaissances, comme le fait qu'un vêtement, c'est constitué de morceaux de tissu qui sont, chacun d'entre eux, entièrement développables dans un plan. Et c'est pour ça qu'il y a des plis qui se forment. C'est parce que ces morceaux ils peuvent être mis à plat, ils ont donc une forme bien spécifique. Et donc si on sait que la surface est développable, du coup, des plis corrects pourront être calculés automatiquement par le système. Et là, l'utilisateur il aura de l'aide finalement apportée par le système informatique. Alors, comment on peut définir une surface développable? En fait, c'est un domaine très vaste, c'est un domaine très intéressant, mathématiquement, les surfaces développables. Il y a plein de définitions différentes. C'est une surface qui est isométrique à un patron 2D, ça veut dire qu'il préserve toutes les distances. On peut définir une surface développable en disant c'est une surface qui, si je prends 2 points au hasard sur la surface, alors leur distance sur la surface 3D, si on suit la surface, je parle de la distance qu'on appelle géodésique, le long de la surface, leur distance géodésique sur la surface 3D est toujours égale à la distance entre ces 2 points sur le patron. C'est ce qu'on appelle être isométrique à un patron. Deuxième définition possible, qui marche aussi, en tout point de cette surface développable, eh bien, si je calcule tous les triangles autour de ce point, et que je prends la somme des angles des triangles, eh bien, on trouve 2π. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre ça à plat, contrairement à une feuille de chou qu'on ne pourrait pas mettre à plat. Par exemple, si je prends un cylindre ou si je prends un cône, si je me mets en un point de la surface d'un cône, je calcule mes angles autour de ce point, ben oui, je trouve 2π. Ce cône, je pourrais le découper ici et le mettre à plat comme un bout de papier. Par contre, cette surface que vous voyez là, c'est un exemple de surface non développable. Si je me place en un point de cette surface, imaginez que ce soit bien fait et qu'on calcule les angles tout autour, on trouvera une somme des angles qui est plus petite que 2π. Donc cette surface, elle n'est pas développable. Allez, je vous donne encore quelques autres définitions. Autre définition, parce qu'elle va nous servir dans la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que la carte de Gauss, c'est-à-dire la carte de Gauss, c'est en fait tous les normales. Si je prends la normale à la surface et que je la représente sur une sphère en me mettant ici au centre de la sphère, je dessine le point que vise le vecteur normal. Donc le vecteur normal, c'est le vecteur orthogonal à la surface. Eh bien, cette carte de Gauss, elle va être constituée uniquement de courbes. Même si j'ai un plan, la normale étant constante sur tout le plan, ben la carte de Gauss sera juste un point. Par contre, si j'ai un cylindre ou un cône, eh bien leur carte de Gauss va être un cercle. Un cercle pour ce cône ici, parce qu'en fait, si je dessine toutes les normales, sont les mêmes, mais avec différentes orientations, le même angle et différentes orientations autour du cône, et ça fait donc ce petit cercle en rouge. Si je dessine au centre de ma sphère, tous les vecteurs normaux, ils pointent vers ce petit cercle en rouge. Et puis pour le cylindre, ils vont ici pointer sur le grand cercle. Et puis plus généralement, une surface développable plus générale, c'est une surface réglée, pour ceux qui connaissent, donc en fait engendrée par une famille de droites, dont en fait la normale est constante le long de chaque règle. Et en fait, donc, on peut démontrer qu'en fait, c'est pour ça que la carte de Gauss est constituée de courbes, c'est une définition qui suffit. Plus généralement, toutes les surfaces développables, eh bien, leur carte de Gauss, c'est simplement quelque chose de 1D, non pas 2D. Alors que ce que je peux faire par contre très facilement, c'est montrer que pour cette forme qui n'est pas développable,
sa carte de Gauss ne serait pas linéique. Parce que si je prends, où est la carte de Gauss? En ce point-là de la surface, je suis ici. En ce point-là de la surface, je suis là. Et finalement, j'ai toutes les orientations possibles de vecteurs entre là et entre là. Toutes les orientations possibles font partie de la carte de Gauss. Donc finalement, j'aurai toute une surface de la sphère qui serait couverte par ma carte de Gauss. Voilà, donc c'est bien une caractérisation qui marche pour les surfaces développables. Encore d'autres, on peut dire aussi que leur courbure gaussienne est nulle. Leur courbure gaussienne, elle est définie, grand K, elle est définie par la multiplication de la courbure maximale et de la courbure minimale. Par exemple, là, c'est évident pour le cylindre, courbure minimale, c'est le long de cette droite, c'est 0, et courbure maximale, c'est dans l'autre sens. Donc 0 fois quelque chose égale 0. Et enfin, une autre propriété qu'on va utiliser par la suite, c'est que les surfaces développables lisses sont sur l'enveloppe convexe de leur bord. Alors ça, c'est aussi une propriété qui est très intéressante. Regardez, ce n'est pas vrai pour cette surface qui n'est pas développable. Si je tendais ici quelque chose, le bord, il y a ce bord en haut, ce bord en bas. Si je prends l'enveloppe convexe du bord, donc le plastique qui serait tendu sur ces deux courbes en haut et en bas, ça constituerait une sorte de cylindre, ou peut-être de cône si ces deux cercles n'ont pas la même taille. Mais en tout cas, ça ne pourrait pas faire cette surface-là. Et c'est vrai pour le cône et le cylindre, par exemple, c'est bien sur l'enveloppe convexe de leur bord. Là, le bord, c'est un point, un cercle. Son enveloppe convexe égale la surface. Donc on peut décomposer les surfaces développables comme ça. Alors, comment on va s'en servir? Alors, donc là, je vous rappelle, on a trouvé une manière pour passer d'un dessin déjà à un vêtement, mais ce vêtement n'est pas développable. On en est à l'étape suivante, on voudrait approximer ce vêtement par une surface développable. Et ici, vous avez l'exemple ici sur ce débardeur. Ça, c'est la surface une fois qu'on l'a construite par notre première méthode. Si on dessine sa carte de Gauss, voilà à quoi ressemble sa carte de Gauss, elle est surfacique. L'idée, ça va être d'appliquer une méthode d'optimisation, donc petit à petit de corriger chaque triangle, de corriger localement la surface pour que la carte de Gauss devienne de plus en plus linéique, de plus en plus constituée de courbes. Et on va faire ça en fait par une méthode itérative. Ce qu'on va faire à chaque instant, c'est qu'on va calculer pour chaque triangle indépendamment, calculer leur normale et comparer leur normale à celle de tous les triangles qui sont autour. Et on va essayer de trouver localement un morceau de cône ou de cylindre et en fait, chaque triangle va essayer de s'aligner sur le cône ou le cylindre qui représente le mieux la surface qui est autour de lui. Donc il va tourner un petit peu sur lui-même. Comme tous nos triangles auront basculé un peu sur eux-mêmes, ils seront décollés. Et l'étape d'après, ça consiste à recoller les triangles, mais en préservant leur orientation. Et on continue et on itère comme ça, on itère en fait ces deux éléments de la boucle, et c'est comme ça qu'on parvient à optimiser. Voilà, donc maintenant qu'on a optimisé, on a une surface qui est développable, qu'on va pouvoir trouver ses patrons en la mettant à plat, et on peut même coudre le vêtement correspondant grâce au patron ici sur une poupée. Une autre méthode qu'on a trouvée ensuite plus satisfaisante, c'est de se dire, au lieu de partir d'une solution finalement qui est mauvaise, puis de l'optimiser, est-ce qu'on ne pourrait pas directement construire une surface développable? Regardez, si je donne cette courbe ici, nous, à l'œil, on se dit, mais oui, c'est ça, c'est une surface développable. Ou encore plus fort, si on a dessiné cette chaussure, vous avez ici les courbes en 3D, est-ce qu'on ne peut pas trouver directement la surface développable qui corresponde le mieux à cette sandale qui est faite en cuir? Donc qui n'est pas, effectivement, chaque morceau doit être développable dans un plan. Alors là, notre méthode elle est différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la courbe de bord en 3D. On l'a construite simplement avec notre première méthode. Donc dans la première méthode, on a effacé la surface qui était fausse, on a gardé que le bord de cette surface qui était correct. Et ensuite, on va utiliser une des propriétés que je vous ai données, c'est le fait qu'une surface développable, elle est toujours sur l'enveloppe convexe de son bord localement pour ses parties lisses. Donc je prends ce morceau et je vais calculer ici l'enveloppe convexe déjà de cette forme, et puis on va calculer, on va la décomposer, on va la trianguler, on va la séparer, on va calculer des différents morceaux lisses de cette enveloppe convexe. Donc en fait ici il y a 3 morceaux lisses. Il y a un morceau lisse qui est le long de la forme ici, un morceau lisse qui est le morceau en vert qui est aussi, oui, sur l'enveloppe convexe du bord, lui aussi il est développable. Et le morceau lisse qui est à l'arrière ici, lui aussi il est développable, c'est directement un plan. Donc en fait, ces 3 choses seraient des bonnes réponses, mais elles ne sont pas toutes les 3 ce que voulait l'utilisateur. La difficulté, ça va être de trouver automatiquement ce que voulait l'utilisateur quand il a fait un dessin. Et encore une fois, on va utiliser un algorithme de séparation et d'évaluation progressive, branch and band, pour essayer d'être au plus proche de ce que voulait l'utilisateur. Donc ici, vous voyez qu'on va ici trouver que
On va finalement réussir à invalider ces deux méthodes-là parce qu'elles représentent finalement assez mal la forme. Et puis par contre, sans aller jusqu'au bout de notre exploration, parce qu'après on essaye de continuer à reconstruire tous les autres contours et se dire mais s'il y avait ça, alors comment devrait être le reste de la forme? S'il y avait cette partie-là, à quoi ça devrait ressembler? Vous voyez, on essaye d'éviter de faire le plus possible, on essaye de couper des branches et d'éviter d'aller à explorer jusqu'au bout les hypothèses qui sont fausses. Et puis finalement, on reprend à nouveau, là il y avait une partie qui n'avait pas été reconstruite, c'est la partie qui était restée transparente, on recalcule l'enveloppe convexe de son bord, à nouveau il y a deux possibilités, ou bien ce qu'on voulait c'était la partie bleue ici, ou bien c'était la partie rose, et on continue à évaluer, et finalement on a réussi à trouver finalement des heuristiques qui nous permettent, dans la majorité des cas, de reconstruire ce qu'on veut. Voilà pour cette modélisation par branch and bond, et on arrive finalement à dessiner donc, des surfaces comme ça, puis les plis, alors ces fameux plis, ils sont tout simplement calculés par simulation, parce qu'une fois qu'on a le patron, on sait que finalement ça doit rester isométrique à son patron, et bien donc on peut simuler par modèle, ce qu'on appelle modèle physique, on les étudiera plus tard dans ce cours, et on va pouvoir simuler sous la gravité les plis. Alors il y a quand même un problème avec ce que je viens de vous présenter, c'est qu'on demande finalement un exercice très difficile à l'utilisateur. Il doit dessiner une surface tendue, il ne dessine pas ce qu'il voit, il ne dessine même pas ce qu'il veut, il dessine une surface qui est artificiellement tendue. Et la surface, une fois qu'on aura simulé les plis, elle n'aura pas le même tombé, la robe n'aura pas le même tombé. Et donc, ce n'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait que l'utilisateur puisse directement faire le dessin de mode qui contient les plis que j'ai montré au début. Comment on va pouvoir permettre ça? Et c'est l'objet du tout dernier travail que je vais vous montrer. Comment on peut intégrer les plis au design? Donc ici, l'utilisateur va dessiner non seulement les contours, les coutures, les silhouettes, mais on va lui donner un crayon spécial qui va lui permettre de dessiner des plis sur cette surface. Et ces plis, il les dessine par des silhouettes de plis. La difficulté, c'est que du coup, comme on a dessiné les plis, les silhouettes de la forme ne sont plus des silhouettes planes. Dans pratiquement tout ce que je vous avais présenté, les silhouettes étaient planes, tout allait bien. Là, c'est des silhouettes qui sont beaucoup plus complexes. Si je regarde ma forme, les points qui correspondent à la silhouette, si je les projette sur la botte en 3D, on voit bien qu'à cause de ces plis, les points qu'on voit sur la silhouette ici, c'est des plis qui, finalement, en 3D, ne constituent pas une courbe unique et ils sont à différentes profondeurs. Et ça, bien sûr, l'utilisateur, en me donnant ce dessin, il ne me dit pas à quelle profondeur doit être ma silhouette. Donc, on ne va pas du tout pouvoir utiliser les techniques qu'on a vues précédemment. Et donc là, on a mis au point très récemment, dans l'année 2014, on l'a fini, une méthode nouvelle qui va en fait d'abord faire une initialisation qui va nous permettre d'approcher la forme. Et d'approcher la forme, vous voyez ici, on n'a même pas besoin de mannequin à l'arrière, on va simplement projeter les deux choses qu'on a dessinées dans un sens et dans l'autre pour avoir cette sorte de volume. Puis après, on va rajouter une petite optimisation sur ce volume pour le lisser. On va projeter dessus les courbes de couture et les courbes de pli. Et ensuite, on va faire la partie la plus intéressante, c'est-à-dire une optimisation en boucle, où on va petit à petit améliorer la développabilité, toujours avec cette méthode où on va, au voisinage de chaque point, essayer de rendre la courbe de Gauss unidimensionnelle. Donc petit à petit, on va tourner un petit peu chaque triangle, on va itérer en orientant un peu mieux chaque triangle, mais on devra retirer, la grande difficulté, c'est de tirer les silhouettes pour les ajuster au dessin, et ces silhouettes, elles sont inconnues. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un nouveau concept, le concept de contrainte glissante. On imagine sur la première forme où seront les silhouettes. Elles vont être complètement fausses. Dans un premier temps, on va tirer ces silhouettes fausses vers notre dessin, en faisant gonfler ou dégonfler notre forme comme on en a besoin. Et ensuite, à chaque fois qu'on optimise la développabilité, les silhouettes vont changer et on va retirer les nouvelles silhouettes vers notre dessin. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire en boucle. Et on obtient à la fin la forme 3D, ces patrons, et même ici, on a pu créer le petit prototype de botte avec en impression 3D la semelle et puis le corps de la botte qui a été cousu. Alors là, je vous montre donc une petite vidéo qui montre ici de quoi on part finalement du premier volume. Là, on a projeté sur ce volume finalement une triangulation adaptée. On a projeté les lignes de couture, on a projeté en jaune et les lignes de pli. Et là, on va itérer ces phases de développabilité et puis ces phases où on va améliorer finalement la silhouette pour qu'à chaque instant, la silhouette soit exactement reconstruite. Voilà, et à la fin, vous avez exactement une forme 3D qui est développable,
qu'il y a des plis qui correspondent à votre design. Donc là, vous voyez le système en action. L'utilisateur a dessiné cette tunique. Ensuite, l'utilisateur va pouvoir placer, là il est en train de rajouter ici des lignes de plis vues de face pour qu'il y ait un petit peu plus de matière sur la tunique. Ici, le modèle 3D est immédiatement recalculé, les patrons sont recalculés, et on a finalement en sortie une tunique 3D, cette tunique pouvant être utilisée immédiatement pour animer un personnage virtuel, et on peut simuler donc la dynamique et les déformations de cette tunique. Voilà, et donc au niveau des résultats, donc là vous voyez un exemple où à la fois le chapeau, le manteau en cuir et les bottes ont été créés par cette technique, avec tous les patrons qui nous sont donnés. Donc voilà, on est très content de ces résultats-là. Et puis vous voyez qu'on peut faire même autre chose que des vêtements. Enfin ici vous avez une sorte de chapeau de fou, et ici vous avez un sac de docteur et un porte-monnaie de grand-mère qui ont été créés à partir de ces croquis. Donc voilà, donc on peut créer, et c'est très important de pouvoir créer ces objets qui sont des objets en cuir, parce que c'est un très bon exemple, les objets en cuir, où vraiment chaque pli fait partie du design. Ils doivent être intégrés dans la conception de l'objet. Voilà. En conclusion, donc, je vous ai présenté une série de méthodes qui permettent de dessiner pour créer en 3D. On a vu que c'est beaucoup plus facile et rapide pour un utilisateur, plutôt que de devoir sculpter son objet 3D. Ça va être vraiment d'utilisation quasi immédiate, ça permet de mettre finalement la création entre les mains du grand public. On a vu aussi qu'il faut intégrer des connaissances au modèle et qu'il faut ajuster et que pour le résultat, donc on a ce résultat qui est basé sur nos connaissances. Ce que je voudrais rajouter, c'est que pour l'ajuster, il va falloir l'ajuster par déformation. Parce que bien sûr, si on avait un système qui permette uniquement de dessiner, notre seule possibilité pour modifier quelque chose, ce serait de gommer. Quand vous gommez, vous devez recommencer à zéro, et rien ne dit que si vous redessinez derrière, vous allez faire mieux que la première fois. Alors qu'une fois qu'on a dessiné quelque chose, comme ici la petite pieuvre, si on voulait simplement changer un peu l'orientation de sa patte, il vaudrait mieux la déformer que d'aller gommer et recommencer. Alors dans le futur, moi ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de plus en plus des tables tactiles qui soient mixtes, où on va pouvoir à la fois dessiner et pouvoir à la fois déformer au doigt. Et donc en fait, il y a des travaux très intéressants qui sont faits en collaboration entre mon équipe de recherche et l'équipe d'interaction à homme-machine, IHM du laboratoire LIG à Grenoble, qui sont sur comment intégrer le dessin avec des déformations tactiles. Et donc, il y a une thèse qui a été soutenue justement de notre étudiant commun hier matin à Grenoble. Et donc en fait, on peut directement maintenant toucher les modèles 3D pour les déformer à la main par interaction au doigt. Et en même temps, dans la même interface, dessiner et déformer. C'est vers là qu'on va aller. Voilà, et donc juste après la partie questions, il y aura un séminaire en complément d'Adrien Bousseau, qui est chercheur à l'INRIA Sophia Antipolis, qui sera sur l'interprétation de croquis pour le design et qui va nous montrer des résultats complémentaires très, très impressionnants. Je vous remercie, c'est la fin de mon exposé.